Tapihoa avec Nippon Automoto et Toyota. Nippon Automoto, Toyota. C'est aux côtés de l'illustre et regretté Koko Hutahuta qu'il façonne ses talents d'artiste. Danseur éminent de la troupe Temaeva, il lui dédiera 20 années de sa vie à mettre en lumière l'esprit de la danse polynésienne et à défendre nos valeurs traditionnelles. Amoureux de la culture polynésienne et fervent défenseur de la transmission des savoirs, il s'évertue à faire vivre les arts, notamment traditionnels, mais pas que. Chers auditeurs, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Fabien Mara-Dinard, directeur du Conservatoire artistique de la Polynésie française, sur le plateau de Tapihoa. Yorana Fabien. Yorana Vera et puis Yorana à tous les internautes et à tous les auditeurs de Hiti FM. Fabien, on va aborder ton parcours à la fois professionnel, culturel et artistique, et on ne va pas se le cacher, tout est relié. Pour commencer, quelles sont tes origines et où as-tu grandi? Alors mes origines, je viens de Papineau. J'ai grandi à Papineau, entre Papineau et Papeete, le quartier de Taunois. Et voilà, mais mon enfance, j'ai passé entre ces deux communes-là. Et puis, j'ai grandi à Papeete, à la Mission aussi, j'ai vécu à la Mission. Et puis après, plus tard, je suis rentré à Papineau parce que c'était l'appel du cœur. Je voulais être auprès des miens à Papineau. Parle-nous de ton parcours professionnel jusqu'à aujourd'hui. Tu as d'abord été enseignant. Oui. Alors, après mon bac, j'ai passé le concours de l'école normale. Je suis resté 4 ans dans l'éducation. Après ça, j'ai beaucoup voyagé puisque j'ai dansé déjà. Et avec la danse, j'ai pu faire la promotion du Fénois, visiter plusieurs pays. J'ai fait mon service militaire. Et 1 an après mon service militaire, je suis rentré au conservatoire en tant qu'enseignant. Enseignant de danse traditionnelle et de culture et civilisation polynésienne. Et puis jusqu'en 2005 où j'ai été nommé à la direction du conservatoire. Le conservatoire artistique, quelle est la mission et le rôle de cet établissement? Alors, le rôle premier de cet établissement, c'est bien sûr la transmission. Mais c'est aussi la valorisation de notre patrimoine et de notre culture. Ces dernières années, nous avons travaillé sur plusieurs livrets de Jiménez. On a essayé d'écrire en partition, comme chez les classiques, pour qu'on puisse lire les Jiménez. Pour que aussi dans les collèges, on puisse apprendre nos Jiménez, puisque on s'est rendu compte que tous les professeurs de musique sur le Fénois sont que des popas. Et c'est un peu compliqué pour eux d'apprendre plusieurs voix de nos Jiménez. Et on a mis en partition quelques Jiménez, on a fait des livrets aussi bien pour les Ruo, les Tarava. Et on a distribué tous ces livrets à tous les collèges qui désiraient être sensibilisés à nos Jiménez. Nous avons également fait un travail sur les pas de danse, qui a duré plus de 3 ans. On a sorti un livret. Nous avons également mis à disposition de ceux qui en avaient besoin. Et là, actuellement, on a fini. On va sortir un livret sur les paix du patrimoine. Il y en a une 60aine en tout. Est-ce que tu peux nous parler des filières qui existent? Les filières au conservatoire, jusqu'à il y a 2 ans, il y avait 4 filières. Il y a la filière classique. Dès que le conservatoire a été créé, ça a été d'abord la filière classique avec tous les instruments qui existent en classique. Piano, trompette, trombone, violon, violoncelle. Il y a aussi la chorale. Et il y a la filière art traditionnel avec la discipline phare de notre Haiti, avec nous avons plus de 900 élèves, rien que dans cette discipline. Et on enseigne également dans cette filière le orero, les percussions traditionnelles, le ukulélé, les Jiménez, c'est important le Jiménez. Et puis la filière art dramatique, la filière art visuel, que depuis 2 ans nous avons fusionné en art de la scène. Donc, aujourd'hui nous avons 3 filières.
les arts traditionnels, les arts classiques et les arts de la scène. Ça représente à peu près plus de 1700 élèves. Des illustres personnes du monde culturel nous ont quittés et je vais d'abord en citer une, Mamie Louise Kimitete, qui a rejoint le conservatoire en 1981. Que nous a-t-elle laissé? Que garde-t-on d'elle? Ah, Mamie Louise, c'est une grande dame de la danse. Il y a beaucoup de personnes qui disent « Oh, c'est une grande dame de la danse », mais elle, c'est vraiment une grande dame de la danse. Elle a laissé un immense héritage. Elle nous a laissé un immense héritage au conservatoire. Si aujourd'hui on a un effectif de pratiquement 1000 élèves, c'est beaucoup grâce à son travail. Sur l'enseignement, tout d'abord, je pense que c'était les premiers à avoir réfléchi sur la façon d'enseigner aux enfants, qu'on ne pouvait pas enseigner à un enfant de 4 ans comme on peut enseigner à un enfant de 10 ans ou 14 ans ou à un adulte. Parce qu'il y a aussi le développement psychomoteur de l'enfant. Ils ont réfléchi à tout ça. Et tout a été mis par écrit. En fait, on a reçu tout cet héritage et on le transmet aujourd'hui à nos élèves. Et il y a quelques années, nous avons fait venir une spécialiste du corps, de l'anatomie, dans la danse, dans le mouvement dansé. Elle nous a confirmé que nos enseignements étaient valables. C'est important parce que des parents nous confient leurs enfants. On a la responsabilité de l'enseignement chez ces enfants. On peut pas faire n'importe quoi avec le corps d'un enfant. Il faut que ce corps-là soit prêt à exécuter tel pas. Il faut que l'enfant se sente en sécurité, surtout. Donc voilà, on est content de cet héritage. On essaie d'abord de le garder et puis de le transmettre aussi. On va aborder tes premiers pas en tant que danseur. Comment as-tu commencé? Alors, à la danse, par hasard, hein, quand j'étais à Tournois, j'étais chez mon papy et ma mamie, ce sont mes parents fameux. Et puis dans ce quartier, c'était le quartier mormon de Tournois. Il y avait beaucoup de familles d'origine des Tuamotu, de Makemo, de Takaroa, de Takapoto et tout ça. Et il y avait une très bonne entente, très bonne ambiance dans notre quartier. Tout le monde s'entendait bien. J'ai passé une belle enfance à Tournois. Et de temps en temps, il y avait des grands paquebots qui venaient chez nous. Je me souviens des paquebots, il y avait le Monterey, le Mariposa, le Royal Viking Sea, Viking Star, tout ça. Et on a organisé des spectacles avec nous. Oh, je devais avoir peut-être 5, 6 ans, 7 ans. Et il y avait nous les tout petits, puis il y avait les ados, et puis il y avait les plus grands. Et je me souviens qu'il y avait aussi Mako, à l'époque, qui dansait chez les grandes. Et c'est comme ça que j'ai commencé à danser, mais j'ai pas continué parce que quand on devient plus grand, tout ce qui m'intéressait c'était le sport. Et après, beaucoup plus tard, quand j'ai commencé l'école normale, j'avais un copain, Richard Dean, qui est professeur au lycée, qui faisait un exposé sur la danse. Ils nous en ont parlé, qu'il rencontrait Coco, qu'il faisait un exposé et qu'il allait aux répétitions de danse. Même là, moi, ça m'a pas, j'étais pas attiré du tout par la danse. Et un jour, j'étais à un entraînement de basket et il a plu. Et j'avais un autre copain, Nefi, que je salue, hein, et qui m'a dit, on va aller voir la répétition de Temaeva. Je dis, mais pourquoi? Il a dit, parce qu'il y a Richard qui fait son exposé et on va aller voir. Comme lui, il avait déjà dansé, donc il voulait peut-être danser aussi. Je l'ai accompagné. On est allé voir. C'était la première fois que j'ai assisté à une répétition de danse. En plus, Temaeva, à l'époque, le groupe de Coco, et c'était la troupe phare de Fénois. Hein. Et je me suis assis sous le Tomu Marumaru. Et il y avait une danseuse qui est venue me voir, il m'a dit « tu veux pas danser ?» J'ai dit « Non. Vraiment, je voulais pas. Hein. Parce que pour moi, la danse, c'était pour les mahous, tous ces trucs-là. Et j'ai dit « Non, ça, je veux pas. » Après, elle est revenue avec... c'était Myrna Adams.
Et elle est revenue avec Vito, la grande Vito, superbe danseuse, pour me demander qu'ils ont insisté, vraiment insisté. J'ai dit, bon, je vais aller. Mais comme il était un peu tard, je me suis dit, ça va peut-être vite finir la répétition et après, je reviens plus jamais là. Et quand je suis allé pour danser derrière, avec mon copain, et Coco est arrivé comme ça, direct sur moi, il m'a dit, Ayou, viens ici. Ah, il m'a mis devant tout le monde, il m'a dit, voilà, tu vas faire ça. Et du coup, il a changé sa chorégraphie, et tout était, où j'étais au centre de tout. Et j'ai jamais vécu ça, donc je suis resté, et j'avais un peu peur. Et en rentrant à la maison, je me suis dit, je suis obligé de retourner parce que j'ai un rôle. Et ils étaient en train de préparer le spectacle sur la venue de François Mitterrand, président de la République. Et le spectacle, je me souviens très bien, c'était Tevahine Maoui, c'était le spectacle où ils avaient gagné dans cette année-là. Super spectacle sur Tevahine Maoui. Et j'ai su plus tard que c'était Coco qui avait envoyé les danseuses pour me demander, parce qu'il a dû me remarquer, et il a envoyé les danseuses pour insister pour que j'aille danser. Et je ne savais pas danser, hein. J'étais gauche. Et du coup, j'avais un rôle, et puis j'avais un rôle également dans la mise en scène, où j'ai pu parler au président de la République, hein, grâce à ça, hein, il est venu, parce que j'étais en costume de Harry, avec une coiffe qui mesurait 1,50 m de haut, un peu compliqué à tenir. Et Mitterrand est venu, il m'a dit, vous êtes le roi d'ici. Bon, forcément, parce que j'ai joué le rôle du roi, j'ai dit oui, et puis il me dit, moi aussi, je suis le roi des Français. Et puis, bon, il a continué sa visite. C'était mon premier spectacle. À l'époque, on mettait une semaine à faire nos costumes, alors qu'après, on met 3 heures à faire ces costumes parce qu'on ne savait rien faire. Il fallait apprendre. Et petit à petit, du coup, j'ai aimé la danse, j'ai aimé mon pays, j'ai aimé ma culture, et je suis resté dedans. Voilà mes débuts à la danse. Alors justement, on a tendance à parler de la meilleure danseuse, de ses qualités, mais selon toi, qu'est-ce qu'un bon danseur? Alors, un bon danseur, c'est bien sûr... on parle beaucoup aujourd'hui de technique, puisque la danse a beaucoup évolué et il faut forcément avoir une bonne technique. Mais il n'y a pas que ça. Il y a surtout avoir comme on parle d'un homme politique, il faut qu'il ait du charisme. Quand il parle et tout, c'est pareil pour un danseur aussi. Et il faut qu'il ait de la présence sur scène, qu'il attire le regard. Des fois, dans un spectacle, on a beau mettre devant, mais souvent devant des gens qui maîtrisent bien la technique. Mais des fois, tu regardes un peu derrière, il y a une danseuse ou un danseur qui attire le regard parce que, voilà, ce danseur, il a du charisme. Il a sa façon de danser, il est pas tout à fait très technique, mais voilà. Pour moi, un bon danseur, c'est celui qu'on va regarder parmi 100. Voilà. Lui, parce qu'il attire le regard et il a quelque chose, il transmet quelque chose, il partage quelque chose avec celui qui le regarde. Lui ou elle sont une bonne danseuse ou un bon danseur. Bon, il faut quand même avoir un peu de technique. Je pense qu'au début, quand j'ai dansé, j'avais 0 technique. Alors, tu l'as évoqué, Coco Hota, une autre figure qui nous a quittés, un homme de culture qui a su conjuguer à tous les temps tradition et créativité. Qu'est-ce qui t'aura le plus marqué chez ce grand homme? Coco, il a bouleversé ma vie. Je peux dire que c'est mon père spirituel. À un moment donné, il m'a considéré comme son fils et je pense même l'héritier de la troupe Temeva. Après, la vie fait que nos chemins, à un moment donné, se sont séparés, ma vie professionnelle, et je pense que ça a été une déception pour lui, puisque je n'ai pas continué son œuvre. Et c'est comme ça, Coco, il m'a inculqué l'amour de Montfénois. Il m'a appris la danse
Je dis pas qu'il m'a appris à danser, parce que moi, j'ai appris tout seul à danser, en regardant les autres, en travaillant très dur. Parce qu'avant d'être danseur, j'étais sportif, je faisais beaucoup de sport. Et je sais que pour être meilleur, il faut beaucoup travailler. Et la danse, c'était pareil. Il m'est arrivé de danser, ou de répéter, ou de danser tous les jours, pendant des années, tous les jours. Et c'est comme ça qu'on devient meilleur. Lui, Coco, il m'a appris la danse, l'esprit de la danse, comment il fallait être beau, parce que Coco, il aimait le beau dans la danse. Et quand je dis de beau, c'est pas forcément quelqu'un qui est beau physiquement, mais ce que tu donnes ce que tu donnes pendant que tu danses. Et il m'a appris tout ça. Et par-dessus ça, à l'époque, il m'a donné les textes de Henri Hiro, que je connaissais un peu. Mais comme Coco a bien connu Henri Hiro, il m'a beaucoup parlé de cet homme, de comment il était. Et je pense que ça m'a un peu dirigé dans ma vie. L'amour que j'ai pour la culture et tout. Le respect des anciens, des traditions. Et c'est Coco qui m'a apporté tout ça. Et le travail aussi. Il y a pas tout, ça tombe pas du ciel comme ça, hein. C'est beaucoup de travail. Il m'a aussi dit que il y a rien, tu sais jamais rien. Coco, je pense que jusqu'au bout, il a toujours voulu apprendre, savoir. Et il m'a donné ça aussi. Je peux dire que c'était un père spirituel pour moi. Il a été très dur avec moi. Il a été très, très gentil aussi, très bienveillant. Très bienveillant. Il a été bienveillant. C'est une personne qui vivait que pour sa troupe. Et bon, il a voulu que je fasse pareil. Bon, heureusement, j'avais aussi une famille, j'ai aimé, j'ai eu des enfants. Et pour moi, c'était difficile de concilier ma vie en tant que chef de groupe et ma vie familiale. C'était très difficile. À sa disparition, le ministre avait évoqué en Coco que c'était une perte pour l'humanité. Et pas simplement une perte pour notre Fénois. Et je suis d'accord avec ce qu'il dit, parce qu'il véhiculait des valeurs, des principes à ses danseurs. Et c'est pour ça, l'année prochaine, je souhaite revenir dans la troupe Temeva. Je leur ai déjà demandé si je pouvais revenir, m'occuper de la partie artistique, justement pour transmettre ce que j'ai reçu. Il y a aussi le partage. Coco, quand tu lui poses une question, s'il ne sait pas, il va te dire « je ne sais pas »,« Ayou, je ne sais pas ». Mais quand il sait, il te donne tout. Partage, c'est quelqu'un qui partage tout ce qu'il sait. Et toujours en recherche de l'origine des choses. On allait souvent rencontrer des anciens dans les vallées ou dans la presqu'île ou même dans les îles pour avoir une information sur l'origine, par exemple, du Aparimavava. On est allé, je me souviens exactement, en 1996, on est allé rencontrer un vieux qui s'appelle, un ancien, Otha de Teupo. Cet homme nous a reçus à l'époque, il avait au moins 90 ans, et il nous a expliqué ce que c'était un Aparimavava. Et il nous a montré, et puis cette année-là, on a ramené le Aparimavava au Heiva. Ça faisait peut-être, je sais pas combien, 40 ans peut-être qu'on n'avait pas vu. Et à un moment donné, quand il a été question de réforme dans le Heiva, où ils ont dit que le Aparimavava, c'était juste un Aparima qui n'était pas chanté. Alors moi, je me suis levé pour dire que c'est pas du tout ça, vous vous trompez, il faut pas. Parce que si on se trompe et qu'on sanctuarise, qu'on le met sur papier, et ça va être la vérité pour nos enfants demain, alors que c'est une grosse erreur, quoi. Je me suis battu, j'ai pas lâché, et finalement on a gardé la signification actuelle du Aparimavava. En fait, le Aparimavava, c'est une danse qui est exécutée à genoux, assis, sur les percussions traditionnelles, avec des structures musicales répétées. Ça peut être, par exemple, répété au moins 50 fois.
Il n'y a pas de toma, parce qu'on a l'habitude de commencer un peu par du toma, tadratata, pour annoncer, et puis on démarre. Là, c'est direct. Il fallait que les musiciens soient bons ou compter, je pense, 52 fois la même structure pour ne pas rater la fin, et nous, les danseurs, pour ne pas rater le début. Enfin, ça, c'est juste un exemple. Hein. Il y a d'autres exemples que j'ai vécu avec Coco, où on allait rencontrer, par exemple, quand on allait au Festival des Marquises, on partait toujours quelques jours avant pour pouvoir rencontrer des anciens. Toujours pour pouvoir recueillir des informations. Et je suis, à l'époque, comme j'étais jeune, donc je dis, ah, mais c'est chiant, je vais aller encore avant, je préfère passer du temps avec mes copains ou ça. J'allais, aujourd'hui, je regrette pas, puisque j'ai entendu, aujourd'hui, c'est une richesse pour moi, je pourrais jamais le remercier. J'ai une grande dette envers lui. À ce sujet, j'aimerais partager avec toi l'avis de Thierry Trompette d'Ezerville, autre talent de la culture et bien sûr chef de troupe, qui regrette l'absence de traces écrites de Coco, de mémoire écrite en d'autres termes, quant à son œuvre magistrale dans le domaine culturel. Est-ce que tu partages cet avis aussi? Oui, elle a raison. Thierry a absolument raison, parce que aujourd'hui, la troupe Temeva va bientôt fêter ses 60 ans d'existence, en février 2022. Et j'ai reçu plusieurs fois la visite des membres de Temeva pour avoir des écrits de Coco. J'ai dit, il faut aller à la Maison de la Culture, ancien OTAC, parce que normalement, ils doivent recueillir tous les thèmes de la troupe depuis le début, depuis que la troupe participe au Ture, au Heiva. Rien. Il n'y a rien. Et c'est regrettable. Et c'est regrettable. Elle a tout à fait raison. Je pense qu'il faudrait que... peut-être que ça existe quelque part. Hein. J'espère que parmi nos auditeurs, il y a quelqu'un qui va nous appeler et dire si on peut trouver peut-être aux archives, au service patrimoine et archives, archivistique. Je ne sais pas s'il y a. En tout cas, à ma connaissance, on a cherché, on n'a pas trouvé. Les paroles des chants, les thèmes. Parce que jusque Coco, au début, en relisant, en discutant avec lui, au début des années 80, Coco venait avec je dis pas avec des thèmes banals, mais en gros, je résumé du résumé, la fleur est jolie, ma montagne est belle, ou des trucs comme ça. Et c'est sa rencontre avec Henri Giraud qui a fait que tout ça a bouleversé sa vision de son pays, sa vision de la danse, de la culture, et ça a fusionné des choses extraordinaires. D'ailleurs, c'est dans ces années-là que Temeva a vécu ses plus grandes années. Je pense que c'est suite à la rencontre de Coco et de Henri Giraud. Et Coco a créé, et comme Coco travaillait également à l'époque à ce qu'on appelle l'OTAC, avec Henri Giraud en tant que directeur, ils ont créé des pièces de théâtre, des spectacles de danse, et puis Coco participe au Heiva, remporter les prix. Et je pense que c'est dans ces années-là que Temeva a fait ses plus grands spectacles. Et oui, dommage. Du coup, en ce moment de mémoire, je me souviens de thèmes, de quelques paroles de chants, mais des écrits, j'espère qu'ils ont gardé, j'espère, je sais pas. De manière plus générale, quelle est ta vision de la culture polynésienne dans les années à venir? Alors, il y a une chose qui est quand on parle de culture, on peut pas ne pas parler de la langue. La langue, pour moi, c'est vraiment le véhicule de la culture. Il faut vraiment d'abord s'intéresser à la langue. Aujourd'hui, notre jeunesse, je parle en général, mais je ne sais pas combien de pourcentage qui parle, que ce soit le tahitien, le marquisien. Peut-être que les enfants des îles parlent encore le Paumotu, mais à Tahiti, je pense qu'il y a une toute petite minorité qui parle tahitien, parce que le tahitien a été dévalorisé. C'était pas la langue du savoir. Pour réussir à l'école, il fallait apprendre le français. Et même j'ai connu, quand j'étais à l'école primaire, à l'époque on interdisait de parler tahitien à l'école.
Et après, du jour au lendemain, le tahitien est revenu, comme il fallait faire 1 heure ou 2 heures de tahitien à l'école. Du coup, pour moi, la condition sine qua non de bien vivre sa culture, c'est de parler d'abord notre langue, ou de connaître au moins, ou de comprendre au moins, parce que quand on danse, il faut transmettre, interpréter un texte. Et si tu comprends pas le texte, mais c'est un peu difficile de l'interpréter, hein. Pour la danse, je m'inquiète pas. On n'a jamais eu autant de danseurs et de danseuses dans notre Fénois. Jamais. Avec toutes les écoles de danse, avec les galas des écoles de danse, il me semble qu'à chaque année au Heiva des écoles, il y a presque 40 écoles qui s'inscrivent. Donc, je ne m'inquiète pas pour la danse. Le tatouage, c'est l'explosion. Et puis, notre tatouage commence à se faire connaître dans le monde. Des stars se font tatouer des motifs marquisiens, des motifs tahitiens. Le Himénée, et il y a encore des efforts à faire dans le Himénée. Au conservatoire, on oblige un peu nos jeunes danseurs et danseuses à aller au Himénée. Ils viennent à la danse, tout de suite, on les emmène au Himénée. Parce on souhaite que les habituer à entendre nos Himénée, qu'ils soient habitués au Heiva. Quand il y a les Himénée, tout le monde se lève, va dehors fumer un coup, boire un coup. C'est vraiment dommage. Alors que on a de beaux Himénée, les Tarava Tahiti, les Tarava Ranontais, c'est magnifique. Voilà pour la culture. Je m'inquiète pas pour nos enfants de vivre la culture, mais ce qui est important, c'est d'abord la langue. C'est très important. Si on perd notre langue, on peut pas vraiment parler de peuple. Un peuple sans langue, je pense que c'est un peuple qui va mourir. Le conservatoire met en place des stages internationaux de Ori Tahiti. Quelle est ta position au niveau du Ori Tahiti à l'international? Ah, oui. Je sais, au début, le premier stage que nous avons mis en place, c'était en 2009 pour les étrangers, parce qu'il y avait de la demande. Quand j'ai commencé à danser, quand j'ai commencé à voyager, moi, j'étais contre quand on demandait de faire des workshops, j'étais contre. Mais ça a duré des années, hein. J'avais pas envie de partager ma culture, j'avais envie de protéger, c'était à moi, je vais pas donner aux Américains, pas aux Japonais. Et au fil du temps, en voyageant, et je me suis rendu compte que si nous, on partage pas notre culture, ils vont pas s'intéresser à nous. Ils vont pas connaître notre culture, ça les intéresse pas. Si aujourd'hui, il y a autant de jeunes qui veulent faire le Heiva, c'est parce que on les prend en photo, on les voit sur les réseaux sociaux, on les voit à l'international. Et aussi, la danse leur permet de voyager. Du coup, moi, chaque année, je suis invité pour aller juger des compétitions, des Heiva. Et c'est très intéressant pour moi de voir ça, parce que je vois évoluer notre danse dans ces pays-là. Et les Mexicains, ils ont une façon d'aborder la danse. Les Japonaises, c'est différent. Les Américaines, c'est différent. Et on sait que dans leur façon de danser, on sait tout de suite, ça c'est japonais, ça c'est américain, ça c'est mexicain. Et non, je vois très bien, j'ai pas d'a priori par rapport à notre danse, par rapport aux étrangers qui veulent apprendre notre danse, pas du tout. Sinon, j'aurais jamais mis en place ces stages au conservatoire, parce que ceux qui viennent au conservatoire, qui passent 1 semaine et qui reviennent encore l'année d'après, et qui reviennent encore plusieurs fois, on leur donne des attestations de stage. C'est normal, tu vas à n'importe quel stage, tu fais un stage, je sais pas moi, de colonie, on te donne une attestation comme quoi tu as fait ce stage. Mais c'est la même chose qu'on donne à ses élèves, c'est des attestations, et c'est ces attestations-là, on a bien stipulé en japonais, en anglais et en français, comme quoi ce diplôme, ce n'est pas un diplôme et ne donne pas droit pour dire qu'on est professeur, pour enseigner en gros, hein. Et aussi, ce qu'on a souhaité aussi faire, c'est moi, dans les tournées que j'ai pu faire, on voyait un peu dans les salles de danse des inscriptions sur les pas, sur tel mouvement, qui sont complètement fausses, des inscriptions fausses,
J'ai dit, mais qui c'est qui vous a appris ça? Ah, c'est machin. Et ces stages-là nous permettent de rectifier le tir. On souhaite que ces personnes qui viennent en stage et qui rentrent dans leur pays soient un peu les ambassadeurs de notre danse, un peu. Hein. Sinon, on ne peut pas aussi aller dans n'importe où. Et pour qu'ils donnent le bon mouvement et le bon pas. Et ne pas faire n'importe quoi et dire que ça, c'est un varou, alors que c'est complètement autre chose. Donc, on ne dénature pas notre danse, que ça soit avec le vocabulaire correct. Donc, oui, on est un petit pays, un grain de sable dans le monde, mais notre danse, notre Oritaiti est connue de partout. J'ai vu qu'il y avait, quand il y a eu une compétition en ligne, il y avait une Ukrainienne qui dansait, une Polonaise, une Roumaine, des endroits où on n'aurait jamais pensé qu'il y a du Oritaiti. Mais en Slovénie même. C'est incroyable. Et du coup, quand elles viennent ici, au-delà des pas et des techniques de danse, est-ce qu'il y a une immersion culturelle? Oui, quand elles viennent ici, bon, elles passent une semaine au conservatoire, ils vont aller hymner, ils vont aller chanter. Et bizarrement, ils adorent nos hymnes. Les Japonais aiment chanter nos hymnes. Ils font des ukulélés, des percussions. On essaye quand même que le style ne soit pas que de la danse. On essaye de leur expliquer notre culture, qu'ils aient une vision assez juste de notre culture. Quand on leur dit, par exemple, quand je suis allé au Mexique, j'ai dit, est-ce que vous connaissez Taro? Ils me disent, non, mais on connaît Macao. Tu vois? Ils connaissent que ce qui est proche de la danse et nous, on aimerait ouvrir leur esprit à la culture, à autre chose, parce que notre pays, c'est pas que la danse, c'est autre chose aussi. C'est notre histoire, nos dieux et nos croyances. Le conservatoire et l'accès à l'emploi. Y a-t-il des débouchés professionnels à la suite d'un cursus suivi au conservatoire? Eh bien, toutes filières confondues, hein? Oui, toutes filières confondues. On essaie. Ceux qui ont la chance de pouvoir poursuivre en métropole ou à l'étranger une formation ou une école supérieure d'art, on les aide. On a ce qu'il faut aujourd'hui. Le pays soutient ces élèves-là. Ces élèves sont aidés au même titre qu'un sportif de haut niveau. C'est très intéressant. Cette année, on a pu soutenir 2 élèves, Oscar Descon et Ibiriamou Itateta, qui est au Conservatoire supérieur de Paris. Et ils ont eu ces aides-là. On a une autre élève qu'on a soutenue également, qui a fait du théâtre, c'est Mahialani Amaru, à Limoges. On est fiers, parce que ces élèves-là sont un peu des porte-drapeaux de notre jeunesse. Et j'ai souhaité que les études, et ceux qui voulaient poursuivre leurs études artistiques, qu'on puisse les soutenir et les suivre, et non pas simplement après leur médaille d'or du conservatoire, on les lâche, ben, ils se débrouillent. Ceux qui ont vraiment envie, ben, il faut qu'ils se fassent connaître. Et nous, on voit quand même ceux qui veulent continuer dans la danse, parce que la plupart des élèves qui sont inscrits au conservatoire, c'est un peu une projection de leurs parents qui ont vu que mon fils fasse du théâtre, que mon fils fasse de la musique, joue du piano, ou la maman qui a été, entre guillemets, frustrée dans sa jeunesse, interdit par les parents de danser. Ben moi, j'ai envie que mes filles dansent. Mais ils n'ont pas forcément envie d'en faire leur métier. Ceux et celles qui ont envie, ben, ils ouvrent leur école. Certains, la plupart de nos enseignants sont issus de nos enseignements, de notre enseignement, hein, que Mamie a formé aujourd'hui. Ben, sont devenus des enseignants. On en a 5 ou 6 qui sont tous issus de l'enseignement du conservatoire. Pareil pour la musique classique. Le conservatoire existe depuis 40 ans. On a quand même formé quelques élèves qui sont devenus professeurs au conservatoire. On ne peut pas tous les prendre parce que on peut pas. Mais ceux qui en dansent, beaucoup ont ont formé leur groupe pour aller au Heiva. D'autres ont ouvert leurs écoles de danse et qui vivent bien. Là, c'est l'exemple par exemple de Mateata Le Gaec, de Kehaulani, Changi. Beaucoup sont passés par le conservatoire. Et il y a un certain marché, mais on est un petit pays aussi. Sinon, il faut s'exporter, il faut se débrouiller. Il y a des cours qui se donnent en ligne. Il y a de la demande. Celles qui travaillent vont réussir.
Il y en a qui gagnent bien leur vie avec leur école de danse. On parlait récemment de la jeunesse et de la violence urbaine les mercredis après-midi. On a énormément soulevé la question du sport et notamment des sports de combat. Et pourquoi pas les arts et la culture, Fabien? Qu'en penses-tu? Moi, je suis tout à fait favorable parce que on s'occupe pas assez de notre jeunesse. C'est pour ça ils divaguent un peu tous les mercredis dans les rues de Papeete. Et si je vois je sais pas, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais à la télé, je vois qu'on leur apprend à faire de la boxe, tout ça. On leur apprend encore à faire mal. C'est peut-être bien, mais je pense qu'il y a autre chose. Il y a autre chose à faire. Il y a beaucoup par exemple, dans l'administration, il y a beaucoup de danseuses, de danseurs. Si on faisait comme les délégués du personnel, où on leur octroie 10 heures de délégation pour aller faire du syndicat, pourquoi pas déléguer 10 heures par mois à ces fonctionnaires pour aller mettre en place des actions pour les jeunes de danse ou autre chose. Je pense qu'il y a beaucoup à faire pour notre jeunesse. Il faut être à leur écoute et être à la page. Leur demander qu'est-ce qu'ils ont envie. Je pense pas qu'ils ont tous envie de faire du MMA ou de la boxe. Hein. Je sais pas si c'est la bonne solution. En tout cas, la culture, c'est très bon parce que la culture, après, je pense qu'il faut leur, comme à moi, inculquer l'amour de ce pays, l'amour le respect des anciens. Et si sur 100, t'en as 10 qui accrochent, je pense que c'est une victoire. D'ailleurs, une de tes préoccupations est celle des enfants des quartiers aussi. Oui, depuis ces dernières années, une fois, j'ai reçu une jeune femme qui est venue pour me dire que si elle pouvait être CAE pour faire du ménage. Et je lui ai demandé, mais tu habites où? Elle me dit, Tiperoui. Tu as quel âge? 32 ans. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu connais du conservatoire? Rien. Ça m'a fait mal au cœur. Tous les jours, depuis enfant, cette personne passe devant le conservatoire, elle revient tous les jours, je ne sais pas combien de fois elle passe devant le conservatoire, et ne sait rien du conservatoire. Ça m'a fait mal. Et j'en ai parlé avec Heremona, notre ministre, et on a décidé d'aider, d'avoir une politique sociale. Et justement, là où je remercie le pays nous suit. Non, ils n'ont pas chipoté. On dit on va trouver des enfants pour faire du social, mais des enfants méritants qui ont envie. Et depuis 3 ans, des fois, on n'a pas vraiment un retour aussi des écoles. Je vais rencontrer les écoles de la vallée pour leur demander s'ils veulent pas, parce que c'est un peu compliqué pour nous, parce qu'on peut pas aussi accueillir n'importe qui. Le critère, c'est être boursier. Quand tu es boursier, forcément, on n'a pas trop les moyens. Donc, on est allé voir les directrices d'école pour qu'ils nous disent est-ce que vous pouvez identifier des enfants boursiers s'ils veulent venir au conservatoire. On dirait que c'était un travail en plus pour eux. Alors, je suis revenu. En fait, il faut te débrouiller. Bon, après, c'était pas le cas de tout le monde, mais c'est arrivé. Hein. D'autres directrices étaient super contentes, m'ont donné 10 enfants. Et je me suis dit, est-ce qu'on va les mettre dans quelle filière? Parce que je pense qu'à la danse, on peut danser dans les paruitas, on peut danser à n'importe quel moment. Est-ce que le classique ne peut pas les intéresser? Donc j'ai proposé à ce qu'ils se fassent du classique. L'année dernière, il y en avait 11 qui sont venus. Sur les 11, il y a 6 qui sont restés et qui continuent en instrument. En flûte, en trombone. C'est intéressant, je les suis de près. On leur prête les instruments. Ils ne payent pas, c'est le pays qui soutient ces enfants. Et j'ai promis aux parents que tant que les enfants travaillent correctement et veulent suivre le conservatoire, que moi, j'allais les soutenir. Enfin, quand j'ai dit moi, notre établissement et le pays. Je pense que avec des actions comme ça, on peut empêcher une partie de la jeunesse à aller se promener en ville.
Bon, je parle de moi au conservatoire, mais il y a également les communes, la commune de Pirée, la commune de Punavia, ils ont mis en place un dispositif. Par exemple, c'est pas il y a presque 100 élèves qui sont les études de 100 élèves en art traditionnel qui sont financés par la commune. C'est super. Les élèves, ils viennent, ils dansent, ils font des percussions, ils viennent au gala, ils se sentent valorisés. Et pareil pour Pirée. Donc, la culture a sa place dans notre jeunesse. Il faut les intéresser. Il faut les intéresser dès petits. Nous arrivons au moment de la citation, Fabien, et j'ai choisi une citation autour de la culture, une citation d'André Malraux, écrivain et homme politique français du XXe siècle. C'est une citation prise dans un de ses discours en hommage à la Grèce. Je vais te la citer et tu l'expliqueras comme tu l'entends. La culture ne s'hérite pas, elle se conquiert. Qu'en penses-tu? Je dirais oui et non. Oui, parce que forcément, on hérite d'une culture, la culture de nos parents, la culture de nos grands-parents, ce qu'ils nous ont donné. Mais non, parce que si on hérite de cette culture et on n'en fait rien, bon, on devient pas nous. Je veux dire, si tu danses pas, tu t'as pas envie d'apprendre le réo, t'as pas envie, ben, en fait, tu deviens banal. Qu'est-ce qu'il va faire? Il y a je me souviens d'un texte qu'a écrit Patrick Amaro, où il dit qui est la tempête, qui est le plus grand désastre qui peut arriver, que tu te mets quand tu te mets à nu, qu'est-ce qui te reste? Il te reste la culture. Et cette culture, et pourquoi il te reste cette culture? Parce que tu es allé le chercher. Si tu vas pas le chercher, ben, tu vas traîner en ville, tu sais pas quoi faire. Et je pense que la culture a une place importante dans la vie des jeunes, parce que c'est un repère. C'est comme un phare qui va te guider tout au long de ta vie. Bon, je vois ça par rapport à moi, parce que moi j'ai grandi chez ma grand-mère aussi. Enfin, en fait, ma grand-mère, elle habitait aussi à Véninoré, dans le quartier des Rourtou. C'est hot aussi là, quoi, des bagarres tous les week-ends. J'aurais pu devenir aussi un Humbo. Eh bien, heureusement que jeune, tout de suite, j'étais vers la culture, j'ai lu les textes d'Henri Hiro, et il y a autre chose qui m'a intéressé. Et ok, maintenant, après t'avoir répondu, je dirais que oui, il a raison, Malraux. Une culture, ça s'hérite pas, il faut aller le chercher, il faut aller le conquérir. Et si on fait rien, ben, quelqu'un d'autre va le faire. Quels sont tes projets dans un avenir proche? Dans un avenir proche, moi, j'ai plein de projets qui fusionnent dans la tête. Mais j'ai du mal à les concrétiser parce que j'ai des obligations professionnelles surtout, aussi familiales. Mes projets pour le conservatoire, en ce moment, je suis beaucoup, comment on dit, je suis beaucoup tracassé par le fait que la langue n'est pas aussi présente qu'elle le devait. Je demande à mes enseignants par exemple, dans la filière classique, de choisir, je sais pas, au moins 50% du répertoire polynésien dans le répertoire polynésien, que ce soit dans les chants qu'on apprend en solfège, ou de jouer, au lieu de jouer que du classique. J'ai mon neveu qui habite juste à côté et qui, tous les soirs, je l'entends jouer au piano et je comprends pourquoi les parents en ont marre d'entendre des trucs qui ont été composés au XVIe siècle ou au XVIIe siècle en Europe, alors qu'ils ont seulement envie d'entendre autre chose. Et je comprends aussi que ces parents, peut-être du coup, ils vont pas pousser leurs enfants. Voilà, je pense qu'il faut un mix. Il y a, bien sûr, c'est classique qu'il faut jouer, mais il faut introduire notre patrimoine musical dans l'enseignement du conservatoire. Et j'ai du mal parce que j'ai affaire à des enseignants qui ont
qui ont été à l'école en France, qui ont appris comme ça, et 30 ans après, ils enseignent toujours comme ça. C'est une guerre perpétuelle que j'ai avec eux. J'ai pas, mais c'est comme la goutte d'eau, tu vois. Je pense qu'un jour, ça va rentrer. Voilà, ma préoccupation, c'est la langue. Alors, j'ai beaucoup de discussions avec John Mayray à ce sujet-là, qui enseigne le orero, le storytelling. Le storytelling, on l'a mis en place ensemble. On a ouvert une classe de réo. Parce que j'estimais que le réo, c'était pas vraiment à nous à l'enseigner. On l'enseignait à la Maison de la Culture. John m'a convaincu d'ouvrir une classe de réo cette année, l'apprentissage de réo. Et finalement, on n'a plus de place. Tout de suite, il y a eu des inscriptions. Et là où j'étais agréablement surpris, c'est des jeunes entre 20 et 25 ans qui sont dans cette classe. Je suis agréablement surpris. Même mon fils m'a dit, papa, je vais aller au Rio, faire du Rio avec John. Ah. Et je me suis senti fautif aussi. Parce que connaissant la langue, j'aurais dû lui parler tahitien. Et là, je dis que tous les parents, on est les premiers fautif si cette jeunesse ne parle plus tahitien. On a pensé qu'à nous, et on n'a pas pensé. Je regrette, hein. Et je suis content qu'il comprend le tahitien, mais il parle pas. Je suis content qu'il me dise, papa, je veux aller en Rio avec John. Voilà, ma préoccupation, c'est plutôt d'Orient, et j'aimerais faire des recherches sur les rituels anciens, et j'essaierai au conservatoire de les mettre en place. Comment accueillir, par exemple, Kamehameha School, quand ils viennent au conservatoire, qu'est-ce qu'on fait actuellement? On sort une classe et on danse le OTA qu'ils sont en train d'apprendre, qui veut rien dire par rapport à l'accueil. Tu vois. Il faut qu'on ait des rituels d'accueil, des rituels pour chaque chose. Comme ils font chez eux. Moi, j'ai vu, c'est pour ça m'a interpellé. Il faut qu'on arrête de gesticuler dans tous les sens pour faire des mouvements qui ne veulent rien dire et revenir à l'essentiel. Je ne sais plus, Vera, c'était quoi la Tes question? projets. Oui, mes projets. Est-ce que tu as des projets artistiques Oui, artistiques. Moi, je l'ai évoqué tout à l'heure. Je me souviens d'un texte en Riro qui est Aito, où il dit je suis resté trop longtemps assis à côté de mon fainéant à regarder les autres faire. Ce qu'il dit en fait, c'est qu'il faut être acteur. Bon, pendant 10 ans, j'ai plus dansé. J'ai plus dansé pendant 10 ans. Je suis resté et puis j'ai regardé, j'ai jugé. Je pense que peut-être que j'ai été trop prétentieux. Il faut travailler. Et j'aimerais revenir. J'ai demandé la direction artistique de ma troupe de Temeva pour faire le Heiva l'année prochaine. J'aurai avec moi Tero Peritois, grand chorégraphe, grand chef de groupe, et je suis content de travailler avec lui, qui a vécu aussi avec Coco ces derniers temps. Et je voulais qu'on s'associe pour mener cette troupe. Et je voulais aussi qu'on continue cet héritage que Coco nous a laissé. Sa vision de la culture, sa vision de la danse, je voulais transmettre à cette jeunesse. Pour que ensuite eux puissent transmettre. Je pense que ces personnes-là, on ne doit pas les oublier. Coco, Taota, Mamilus, Kimitete, toutes ces personnes-là, parce qu'ils ont laissé un héritage. Et on a tendance à ne pas avoir de mémoire. Comme tu disais tout à l'heure, les écrits de Coco, si on n'a pas les écrits, mais il y a nous quand même, on a vécu avec lui, et ben on essaie de transmettre ce qu'on peut. Et le thème va être écrit par Viri Taimana. Viri Taimana aussi, qui était dans la troupe de Temeva ces dernières années. Je vais pas vous dévoiler le thème, parce que c'est son thème qu'il a écrit, pas encore. Mais c'est très intéressant. Ça parle encore de notre pays, des choses de notre pays. Et c'est intéressant parce que la jeunesse va se réapproprier certaines choses qu'ils connaissent pas. C'est bien parce qu'on va chercher ces choses-là et puis on transmet à nos jeunes. Donc voilà mon projet artistique, et j'espère que ça va bien se passer. Sinon, j'ai un bébé. Je suis très heureux d'avoir mon bébé. Je suis émerveillé. C'est pas mon premier bébé, mais à mon âge, d'avoir un bébé à mon âge, c'est magnifique.
Avant, c'est pas que je suis pas prêt, mais on a d'autres préoccupations. C'est des excuses, hein, parce que j'ai beaucoup fait de sport, j'ai beaucoup ramé et beaucoup dansé. Et mon bébé qui a 8 mois, c'est mon soleil de tous les jours. C'est trop bien, c'est trop magnifique d'avoir un bébé. Et ce week-end dernier, on avait fait notre concert de Noël et je suis allé faire mon discours avec mon bébé et en la regardant, c'est une petite fille, Kohiva qui était Rani Nounoui. Et j'ai dit à tous les enfants, voilà, c'est Kohiva, elle a 8 mois et j'ai eu mon cadeau de Noël en avance. Et je suis sûr que vous tous, et je leur ai dit que c'est un cadeau de la vie. Et j'ai dit que, comme vous, tous les enfants là, eh ben vous êtes les plus beaux cadeaux de vos parents. Parce que je voulais les valoriser eux. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas valorisés et je veux qu'ils se sentent importants, même si des fois, bon, c'est pas parce que les parents les grands on rencontre beaucoup d'enfants qui n'ont pas confiance en eux. Surtout chez nous, chez les Polynésiens, je trouve que on n'a pas assez confiance en nous. C'est un échec dans la vie. Un enfant qui n'a pas confiance pendant toute sa jeunesse, son enfance, sa jeunesse, ben, c'est un échec. Et notre peuple a un gros potentiel. On a un gros potentiel. Et j'ai confiance dans notre Fénois, dans notre peuple. Il faut dire à cette jeunesse que voilà, on a besoin d'eux, ils ont du potentiel. Et il faut construire notre Fénois. On n'a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur. Voilà un magnifique message que tu délivres à nos auditeurs, cher Fabien. Pour terminer, que peut-on te souhaiter? À moi? Oh. Je dis toujours que je suis un enfant béni des dieux. Puisque nous, on a une culture ancestrale polythéiste, on est béni des dieux. Je suis béni des dieux, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes merveilleuses dans ma vie, qui m'ont guidé. Bon, ça n'a pas toujours été facile, parce que quand tu es jeune et tu as en face de toi des monuments, tu veux aussi t'affirmer. Mais j'ai été béni d'avoir rencontré des gens, j'ai été béni d'avoir été élevé par mes grands-parents, par des personnes qui ont été proches de moi, de rencontrer des personnes qui m'ont aimé, tout simplement. J'ai de la chance jusqu'à aujourd'hui, j'ai de la chance d'avoir mon bébé, une femme qui m'aime et que j'aime, d'être au conservatoire, c'est une bénédiction aussi. Je dis toujours que j'aime bien dire cette phrase où nous avons un pays qui a été béni par la sueur de nos tupuna. Il faut qu'on ait conscience de cette chance qu'on a de vivre ici, avec cette culture. Et moi, je suis conscient de ça. Et je suis béni parce que quand je vais à l'étranger, j'ai hâte de revenir chez nous. Parce que quand tu reviens chez nous, tu ouvres l'avion, tu sens ton Fénois. Dans l'humidité, les fleurs, la montagne, tout ça, les arbres. C'est top. C'est top. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Nous arrivons au terme de cette émission, Fabien. Nous te remercions d'avoir accepté de nous dévoiler un peu de ton histoire. Nous te souhaitons bien évidemment des good vibes pour la suite de tes projets. Nous t'encourageons à poursuivre ton œuvre, celle qui participe au rayonnement de la culture polynésienne, une culture qui t'a porté et qui t'a forgé, cher Fabien, pour être à l'écoute de nos anciens, mais aussi de nos plus jeunes. La transmission des arts traditionnels est une de tes priorités et c'est cette voie-là que tu as choisi de tracer afin que chaque jeune puisse se rapprocher et s'identifier avec confiance à cette culture qui est la leur. Merci Fabien. Merci ITFM. Voilà, chers auditeurs, c'était Vera pour l'émission Tapihoa. Vous pouvez revoir cette émission en replay sur la page Facebook de ITFM. On se dit à très bientôt. Nana! Tapihoa avec Nippon Automoto et Toyota. Nippon Automoto. Toyota.